m'entendez bien comme ça? Super. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là, présents cet après-midi, présents et présentes. Euh, Si jamais certains ou certaines viennent de l'extérieur, ne savent pas forcément ce qu'est cette restitution, en fait, c'est la restitution de cette semaine de PIM. Donc, on était là avec... on a accueilli 200 étudiants pendant une semaine. Depuis lundi, ils travaillent sur 13 projets différents. Et cet après-midi, on va faire la restitution et le retour d'expérience de 10 projets. Euh, les PIM, c'est donc des projets interdisciplinaires mutualisés qui permettent à des étudiants de l'UBO, l'UBS et l'ENSTA Bretagne, qui sont en Master 1 et Master 2, on va dire, de travailler sur des projets transversaux en interdisciplinarité autour des sciences et de l'ingénierie marine. Euh, donc moi, je ne me suis pas présentée encore, je suis Paula Jacques, je coordonne la semaine de PIM. Il y aura une deuxième semaine qui aura lieu fin juin pour une autre cohorte d'étudiants. Donc là, ils seront une centaine de l'UBO, l'UBS et l'ENSTA Bretagne de nouveau. Ce qui va se passer cet après-midi, donc on est là de 14 h à 16 h pour voir le retour de vos projets, surtout que vous nous expliquiez ce que vous avez fait cette semaine, ce que vous avez voilà, appris, ce qui vous a surpris. Voilà, vous choisissez, vous avez 10 minutes par groupe, donc 8 minutes pour nous parler et puis une ou deux questions ensuite. Ça va aller très vite parce que vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de projets à présenter et qu'on ne veut pas vous prendre non plus toute l'après-midi. Ensuite, donc tout le long de cette restitution, il y aura Julie Boiveau qui est ici, qui va illustrer vos propos et faire une synthèse graphique qui pourra ensuite nous servir, peut-être être affichée ici dans nos locaux. Et puis, moi, après, je demanderai aux étudiants et aux étudiantes qui peuvent de rester ici pour qu'on remplisse ensemble le document d'évaluation. Et puis, il y aura un petit pot à 16h30 avant que vous repartiez chez vous. Déjà, je commence tout de suite par vous remercier pour votre implication dans les différents projets et votre motivation. Je crois que ça s'est à peu près bien passé dans tous les projets. Donc, je suis super contente que se soit bien déroulé. J'ai juste une demande. Ceux qui ont oublié de rendre leur badge de l'auberge de jeunesse, vous pouvez me les déposer, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais il en manque un certain nombre. Voilà. C'est juste le petit point pratique. Euh, on va commencer dans l'ordre du coup de passage. Ici, tous les étudiants des projets peuvent descendre ici sur l'estrade et puis ceux qui ont prévu de prendre la parole, vous prenez bien le micro parce que la séance est enregistrée. Donc, il faut bien parler dans les micros. Voilà, je vais demander à l'équipe de Ange Paul de venir présenter ce qu'ils ont fait cette semaine. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre projet a pu aboutir comme vous le souhaitiez. Donc, nous sommes le team Angepol. Donc, nous avons travaillé cette semaine sur des pistes de réflexion autour des enjeux polaires à travers des controverses et plus particulièrement le tourisme en Antarctique. Donc, nous avons travaillé cette semaine sur les controverses, donc, comme je le disais, de haut tourisme à travers l'intervention notamment de différents experts. Donc, dans un premier temps, on a reçu des guides polaires, euh, 3 guides polaires avec des visions vraiment distinctes du tourisme dans les zones polaires. Une enseignante-chercheuse slash juriste spécialisée dans le tourisme polaire. Également un officier de la Marine nationale, donc en tant qu'ancien commandant de l'Astrolabe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Astrolabe, c'est le brise-glace français qui permet de faire les rotations pendant l'été austral avec la Terre à Déby et l'Australie. Nous avons rencontré aussi l'actuel président de l'Institut polaire, Yann Robert Couder, donc, qui a également hiverné il y a quelques années maintenant et qui est scientifique de formation. Donc, on a pu énormément échanger
aussi avec lui donc de son expérience dans les terres polaires, mais aussi en tant que président voilà de l'Institut polaire et donc qui gère en fait toutes les projets scientifiques en terre Adélie. Voilà. Et nous avons aussi eu l'occasion de converser donc, avec une postdoc ici à l'UM et qui a effectué de nombreux hivernages en terre Adélie et dans les terres australes et qui en ce moment travaille sur des projets qui l'amènent encore aujourd'hui pendant l'été austral en fait dans dans les îles australes. Donc, grâce à toutes ces interventions, nous avons pu faire une idée des enjeux que représente le tourisme en terre polaire. Et finalement, nous avons restitué cela sous la forme d'une reproduction de conférences internationales. Et donc, on était répartis par binôme qui représentaient différents intervenants. Donc, il y avait trois États, donc l'État français qui est positionné donc avec la Terre en Antarctique, les États-Unis, l'Argentine. Il y avait aussi une ONG environnementale, des associations de touristes, des associations de guides polaires et enfin les tours opérateurs. Et des scientifiques, pardon, excusez-moi, des scientifiques. Donc, notre débat a eu lieu ce matin en public et il a été filmé. Et je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, avec les réactions à chaud qu'on a pu avoir avec le public et puis nos encadrantes, voilà, ça s'est bien passé. Puis on est quand même assez satisfait du travail qui a été fourni. Pour préparer cela, donc en plus des interventions, nous avons eu des cours un petit peu plus théoriques avec nos encadrants, juste là en bas. Donc Anne Choquet et Virginie Talu de l'école navale, qui nous ont apporté un côté un peu plus réglementation et législation en terre polaire. Et donc on a eu également donc, des temps de travail en autonomie pour préparer notre position lors de cette convention. Pour finir, au niveau de ce qu'on a pensé de ce film, je pense parler au nom de tout le groupe pour dire qu'on a énormément apprécié ce film, même si je vous avoue qu'au début, le tourisme était vraiment très sceptique. Mais on a beaucoup apprécié parce que tout d'abord, ça a été présenté par des personnes qui étaient intéressées et surtout très intéressantes. Et on a pu rencontrer beaucoup de personnes qui étaient vraiment enthousiastes aussi à l'idée de nous partager ce que représente pour eux le monde polaire. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh, euh, le petit point noir qu'on a relevé, c'est le manque de connaissances juridiques et législation euh, voilà, qui a été apporté. Et en fait, on n'est pas du tout de ces formations-là. Donc, des fois, on pêchait un petit peu. Et c'était juste ça. Et surtout, sur la mise en place de la conférence, il y a des règles quand même qui doivent être respectées. Et c'est vrai que on n'avait pas été forcément mis au courant de ces règles-là et on les a un petit peu découvertes après avoir organisé notre truc et tout avec une prof de théâtre, etc. Et en fait, ben, on a appris ce matin qu'il y avait on pouvait pas faire ce qu'on avait organisé. Du coup, ouais, il y avait un protocole et voilà, c'était juste la petite bête noire, je pense, de cette semaine. Mais l'idée du travail de restitution, donc voilà, en conférence, en jeu de rôle un peu, c'était super fun. On s'est vraiment beaucoup amusé et puis la cohésion de groupe aussi a fait que ouais, on s'est pris au jeu et ça s'est vraiment bien passé. Et enfin, le temps entre le temps de rencontre avec les professionnels, le temps de cours un peu plus théorique et de travail en autonomie était vraiment bien réparti. Et enfin, personnellement, je pense qu'on a même manqué de temps avec les intervenants, mais peut-être aussi parce que on avait des impératifs liés aux horaires avec les cars et que voilà, le soir, si on voulait rester un peu plus tard pour pouvoir profiter de la présence des intervenants, ben, on pouvait pas parce qu'il fallait rentrer. Du coup, voilà, merci beaucoup. Euh, peut- Peut-être que mes camarades veulent ajouter quelque chose sur leur ressenti. Non? Ok. Des questions? Oui. Oui, je pense. J'ai pas besoin, selon Guillaume, je n'ai pas besoin de micro normalement.
Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question à un autre camarade. Comme ça, vous n'aurez pas le choix que de vous désigner pour y répondre. Vous disiez que le sujet du tourisme n'était pas forcément votre premier sujet de prédilection ou en tout cas de connaissance. Est-ce que l'un d'entre vous a un rapport d'étonnement sur sa vision au départ du PIM et à la vision à la fin du PIM, sur le tourisme, en tout cas sur la thématique, et un sur la vision du travail en équipe et de la rencontre entre chacun de vous pour la question. Ça va pas être sur le tourisme en général, mais plus sur le tourisme védique, enfin des voiliers en fait. On a discuté du coup au début avec nos intervenants pendant tout ça. Et je n'y attendais pas, mais les voiliers individuels posent plus de problèmes que les gros paquebots, les gros charters. Et du coup, bah, pour moi, ça c'était un étonnement. Ouais. Bah, je partais du principe que des voiliers, a priori, c'est plus écologique, que les gens ont plus conscience des enjeux qu'il y a derrière, mais du coup, on nous a expliqué que ça pose plus de problèmes. Parce qu'en fait, les paquebots, vu qu'ils veulent continuer à faire leur business, ils vont plus communiquer sur là où ils vont, là où ils sont, et maintenir cette communication. Alors que les voiliers individuels, bah, ils sont là tout seuls et ils s'en foutent un peu de dire où ils sont et où ils vont. Donc on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, et donc ça peut poser des problèmes. Parce que c'est moins bien réglementé aussi. Et du coup, sur la deuxième partie de la question sur le travail de groupe, c'est ça? Bah, je pense que ça s'est bien passé. On a eu une petite activité ludique au tout début, qui je pense a, a, a amené un petit peu de fun dans tout ça. C'est qu'on on s'est présenté à base d'avions. On faisait nos petits avions et le lançait dans la classe. Donc voilà, je pense que ça a détendu l'atmosphère. Et c'est vrai que même si on connaît des gens dans la classe, on a été tiré au sort pour les binômes. Et donc, voilà, on a dû travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, des formations complètement différentes. Et il y a eu aussi ce côté complémentaire dans le binôme euh, qui était intéressant. Et puis voilà, au final, comme on avait des temps d'autonomie, mais on restait tous ensemble, on a pu discuter pour préparer voilà, la conférence, etc. Et donc, il y a vraiment une bonne entente globale du groupe. Et aussi, on a fait des négociations tout au long de la semaine. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a négocié les uns avec les autres, ce qui faisait qu'on avait une bonne dynamique de groupe. Et hier, on a fait 4 heures de théâtre, et ce qui a fini de nous lier finalement dans le travail. Et on a eu des lancers de pommes ce matin. D'autres questions? Il y a eu un compte rendu qui a été fait du débat que vous avez produit. Non, il n'y a aucun compte rendu, mais le débat a été filmé. Je ne sais pas comment ça sera diffusé. Enfin, ça va sûrement l'être. Ensuite, ça sera très sûrement diffusé sur le YouTube de l'IBI. On verra avec un série. Il y a d'autres questions peut-être avant qu'on passe au point suivant. Oui. Non, je voulais remercier les étudiants. C'est vrai qu'ils ont fait un super travail. On a été vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Moi, j'ai été surprise qu'en partant vraiment de connaissances peu importantes sur les polaires de manière générale, mais également sur les thématiques plus juridiques et les sciences politiques, vous avez vraiment posé plein de questions et des questions toujours bien formulées, avec respect. J'ai toujours envie de connaître plus et ce matin, c'était vraiment super. Merci, merci à vous. Bonjour à tous. Nous sommes le PIM Climat. Et l'objectif, cette semaine de notre réflexion, c'était d'imaginer et de raconter la vie sur le territoire de Brest Métropole, s'il était neutre en carbone en 2050. On a construit 4 récits basés sur les 4 scénarios de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est une institution qui participe à l'établissement de politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Donc, nous allons désormais passer à la lecture du premier récit qui correspond au premier scénario et qui a pour titre Brest, la Renaissance verte. Malo Le Gall, étudiant rennais en agronomie, se rend à Brest où résident son oncle et sa tante pour réaliser un stage dans la ferme de sa région. Il souhaite participer à la transition d'une monoculture vers une polyculture de légumes locaux. Lors de son séjour, il observe des changements qui ont eu lieu dans la ville de son enfance. Arrivé à Brest par le train Rennes-Brest, Malo emprunte un vélo cargo en libre-service. En remontant l'avenue Georges Clemenceau, il profite de l'ombre qu'apportent les grands arbres plantés par la ville pour capter le CO2. Ses cousins l'accueillent en bas de l'appartement familial. Ils habitent en centre-ville dans un appartement entièrement rénové et isolé en 2032 suite à la loi Climat et Résilience datant de 2030. Une partie des murs extérieurs est végétalisée, permettant d'améliorer l'isolation. Sur le toit, il y a désormais des points de récupération d'eau pour alimenter les jardins, ainsi que des panneaux photovoltaïques. L'environnement dans le quartier a beaucoup changé ces dernières années. Les places de stationnement pour les voitures ont disparu, au profit des potagers collectifs, de compost et d'aires de jeu pour les enfants. La plupart de ces logements, qui s'étendent sur plusieurs étages, disposent de pièces communes. Entre autres, ils partagent une laverie avec d'autres habitants du même bâtiment. Les enfants de l'immeuble se rejoignent dans des espaces de jeux communs à l'intérieur et en extérieur et les infrastructures sportives mises à disposition. Le réseau de chauffage, lui, n'est pas aussi énergivore qu'il y a 20 ans. En effet, Malo remarque très vite que la température des pièces est beaucoup moins chaude que dans ses souvenirs d'enfance. En plus de cela, notre jeune Breton remarque que l'appartement de sa famille est bien mieux insonorisé qu'avant. Cela peut être dû à la rénovation récente de cet immeuble, mais surtout à l'interdiction des voitures au centre-ville. À l'intérieur, Malo peine à entendre le moindre son venant de l'extérieur. Seul le passage des tramways arrive à traverser les murs qui séparent la rue de l'appartement. Le marché local se tient toujours le dimanche, comme dans les souvenirs d'enfance de Malo. C'est un lieu plein de vie où les étals sont riches en couleurs et où l'on est bercé par la musique et la voix des passants. Jadis encombré de parkings, le centre-ville est désormais un lieu accueillant pour les habitants et les touristes, offrant la sécurité et la liberté aux enfants, ainsi qu'une autonomie aux personnes à mobilité réduite. Le temps est calme et aucun nuage à l'horizon ne semble vouloir ternir cette journée. Sa tante lui a raconté, il y a une trentaine d'années, l'industrie porcine de la région a connu de grands changements. Ainsi, elle s'est fortement réduite et les produits du marché ne sont plus les mêmes qu'hier. La viande est chère et de toute façon, Malo préfère se diriger vers les fruits de mer. Ils sont issus de la culture locale et régis par des normes strictes qui garantissent leur qualité. Il ajoute à cela de nombreux produits frais issus de l'agriculture biologique, des légumineuses, des aromates, etc. Pendant ce temps, son cousin achète le pain et le dessert chez l'artisan boulanger au coin de la rue. Place de la Liberté, a lieu une exposition en plein air qui retrace les transitions vers la neutralité carbone. 2020 semble être une époque lointaine, pleine de précipitations et d'inconfort. Malo est surpris de voir les images des émeutes de 2038 faisant suite à la forte taxation de la viande. À l'occasion de l'exposition, de nombreux chercheurs interviennent pour parler des points clés dans la transition vers la neutralité carbone à Brest. Parmi ces derniers, ils ont cité la suppression de serres, la suppression de voitures en centre-ville, l'amélioration du tri des déchets et l'installation de panneaux photovoltaïques. Bien évidemment, ces changements n'ont pas toujours été faciles. La suppression des serres a suscité des critiques liées à l'absence de certains légumes hors saison et du manque de choix. Quant à la suppression des voitures et l'installation de panneaux photovoltaïques, ces derniers n'ont pu être mis en place que grâce à un grand investissement de la métropole brestoise. L'exposition est clôturée par le discours du maire de Brest pour honorer les 2 ans de neutralité carbone depuis 2050. Cette belle journée se prolonge par une sortie au Conquet où se déroule un festival de cerfs-volants. Il s'y rend en train électrique dont la ligne a été réhabilitée depuis quelques années. Le lendemain, Malo se rend en tram jusqu'au Moulin Blanc, où il emprunte un vélo pour aller aux anciennes serres Savéoles de Plougastel, dont le nombre a considérablement diminué depuis une quinzaine d'années. Il y restera la semaine, hébergé directement sur place pour son stage. Sur le chemin, il croise le train qui réapprovisionne la ville en produits importés. Des échanges avec l'agriculteur lui révèlent les mutations opérées au cours des 2 dernières décennies.
la transition d'une monoculture de tomates sous serre à une culture divisée entre les tomates et les carottes a permis de réaliser de nombreuses économies d'énergie en diminuant la consommation pour chauffer et illuminer les serres. Malo lui suggère de continuer dans cette direction en ajoutant une production d'ail pour répondre à la demande locale croissante et améliorer la résilience de ces cultures face aux aléas. L'agriculteur a réalisé de nombreuses économies en favorisant les solutions fondées sur la nature, en réduisant drastiquement l'utilisation des pesticides et en faisant le choix d'une production plus saine pour la terre et pour les consommateurs. Ainsi, il a réduit par un facteur de 10 sa consommation d'énergie via l'utilisation de panneaux photovoltaïques et le recyclage des matériaux des serres qui attestent d'une évolution notable dans les pratiques agricoles. Le soir même, il décide d'aller surfer au spot du four à chaud près de la ferme. Là-bas, il loue une planche en matériaux recyclés faite par l'entreprise locale Braze Surf. Par un concours de circonstances, il y retrouve des amis d'enfance qui prennent l'apéritif sur la plage. Ces derniers lui proposent un kombucha maison. Dans l'eau, il aperçoit un phoque gris et un grappe d'eau vient se poser sur sa planche. La faune marine est bien plus présente depuis que le trafic maritime a progressivement chuté au cours de ces dernières 25 années. En cette belle soirée, Malo et ses amis décident de se rendre dans un restaurant végétarien du bord de mer qui propose des produits locaux et de saison. Ils apprécient la qualité des plats dont certains légumes sont cultivés dans le potager sur le toit du restaurant. Le dîner se déroule dans une atmosphère amicale. Ils en viennent à discuter des changements de la ville. Pour eux, Brest a su tirer des leçons des défis passés, s'adaptant aux vives réactions qu'ont suscité certaines mesures drastiques tout en demeurant fidèle à son engagement envers l'environnement. La nuit s'achève sur une marche le long du pont de mer, illuminée par des lampadaires alimentés par des énergies renouvelables. Pour Brest, la neutralité carbone n'est plus seulement un objectif atteint, mais le mode de vie des habitants. Malo contemple l'océan, conscient que la bataille pour un avenir plus vert n'est jamais vraiment terminée. Donc voilà, c'est notre scénario 1, il y en avait 3 autres. Vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette restitution. Je me demandais comment vous avez fait le choix de présenter celui-là et pas les autres. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou euh, c'était le petit cours et il fallait que ça rentre dans le temps. Voilà. Ah oui, et aussi, donc ce matin, on a rencontré des personnes de la métropole de Brest et on a fait un vote à main levée pour savoir dans quel scénario ils iraient préférentiellement, ils imagineraient Brest en 2050. Et donc, il y a eu une majorité de personnes qui ont voté pour le scénario 1, donc celui qu'on a présenté, ou le scénario 2, qui était plutôt pour un territoire collaboratif en 2050, mais qui ressemble beaucoup au scénario 1. Moi, ma question, en fait, c'est sur le choix d'avoir voulu faire quelque chose de très positif et en fait de voir aucun impact négatif sur la vie des habitants et la suite. Et en fait, j'aurais bien aimé voir une évolution qui était euh, à la fois sur des choses positives et négatives, en fait, parce que là, il y a vraiment un parti pris de dire tout va aller mieux et c'est génial comme ça, quoi. Donc, je voulais savoir pourquoi ce parti pris, quoi. Il n'y a pas vraiment de parti pris, mais par exemple, dans le premier, on parle des émeutes qui ont eu lieu suite à la taxation justement sur la viande. Donc on dit que ça a eu lieu 10 années avant. Et donc là, le choix a été davantage de représenter la situation, mais post-transition. Donc là, on est dans un monde qui suit déjà le premier scénario de l'ADEME et plus vraiment un monde en transition ou alors en fin de transition. J'avais une question, bonjour, pour savoir comment vous avez construit les scénarios, si vous avez rencontré des gens, si vous avez fait, enfin voilà, comment est-ce qu'ils sont arrivés et pourquoi c'est arrivé à 4? Peut-être que c'était imposé ou pas. Merci. Alors du coup, on s'est basé sur les scénarios de l'ADEME et du coup, eux, ils ont déjà 4 scénarios. On a choisi de les conserver parce qu'on les trouvait pertinents. Et du coup, c'est pour ça qu'on en a conservé 4. Et après, on a rencontré des personnes de Brest Métropole
dans 4 secteurs différents. Donc, on a travaillé sur l'alimentation, le transport, l'énergie et l'habitat. Donc, il y a peut-être des dimensions qui manquent à nos scénarios. Donc, maintenant, on a fait la présentation à Brest Métropole et notamment l'emploi, où les choses un peu, les questions sociales et culturelles ont été évoquées. Mais en 4 jours, c'est difficile de construire des scénarios en pensant à tout ce qu'il peut y avoir dans une société. Bonjour. Donc, du coup, nous sommes le groupe de PIM Micro-Océan. Et donc, le contexte de ce PIM, c'était d'étudier les rapports entre art et sciences. Donc, en l'occurrence, ici, entre microbiologie et art. Et donc, on a eu la chance d'être encadrés par Christine et Iglika, qui sont respectivement donc, chercheuses en biologie marine à l'IEM et artistes spécialisés dans justement ce rapport, cette articulation entre art et sciences. Donc, durant cette semaine, on a eu plusieurs phases pour nous permettre de créer une exposition pour le festival Ressac. Je vais laisser Claire la suite. Donc, le festival Ressac, il a lieu du 19 au 23 mars, il me semble, et ce sera à la BI, la Pérouse. Donc, il y avait un premier aperçu aujourd'hui. On a installé l'exposition ce matin et on la démontrera à 5 heures ce soir. Donc, s'il y a des curieux qui ont le temps de passer, vous êtes les bienvenus. Et Et voilà, merci. Et donc, l'idée, c'est en fait, à partir d'observations qu'on a pu faire sur le terrain, sur la plage en bas, on a récupéré différents matériaux biologiques qu'on a pu observer à la loupe binoculaire. Et à partir de ces observations microscopiques, l'idée, c'était de créer une exposition pour dessiner, révéler l'invisible, les micro-organismes. Et donc, dans le cadre de ce festival, dont le thème principal, c'est la mue. Et l'idée, c'était de déterminer individuellement et collectivement des questions scientifiques pour répondre à des problématiques artistiques et l'inverse. Et donc, lui va vous expliquer comment on a fait tout ce processus derrière. Oui, donc lundi, on est allé au Délec pour ramasser un peu d'échantillons. Chacun a pris un peu ce qu'il lui plaisait et après, on a étudié tout ça autant scientifiquement qu'artistiquement, parce que on a pu donc observer à la loupe, au microscope, faire des choses hyper grossies pour révéler des structures. Et après, chacun en fait a exploré un peu les différents matériaux, les différentes techniques qu'on avait, que ce soit de la peinture, des crayons, des sculptures, des triages. Et chacun a essayé un peu de répondre à sa problématique et d'explorer ses objets et son sujet. Et c'est hyper intéressant parce que tout le monde a fait des choses hyper différentes. Mais oui, et chacun a vraiment exploré, exploré sa question. Et voilà. Et du coup, il a tout fait exprimer. Après, voilà, donc ça restera exposé cet après-midi, pas très longtemps, on va finir par aller ranger ça. Mais ensuite, pour ça, que ce sera à nouveau disponible, donc si vous êtes dans le coin en mars, n'hésitez pas à venir. Voilà, ensuite, je sais pas si vous pouvez vous dire un peu les différents résultats, les différentes questions auxquelles vous êtes arrivés. donc, ce qui était intéressant cette semaine, c'était le cheminement. En fait, déjà, on a appris à se connaître entre nous. On a aussi appris à connaître notre fibre artistique parce qu'on est tous scientifiques et dans des spécialités différentes et c'était très complémentaire parce que bon, voilà, on avait des physiciens, des microbiologistes, enfin, on avait des experts du littoral au sens large. Et ce qui était intéressant dans cette démarche, c'était d'explorer la beauté de cet environnement côtier. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder de près une coquille de crabe ou de bigorneau ou encore la beauté du plancton. Et si ça vous intéresse, on a essayé de mettre en lumière
cette harmonie, on va dire, du vivant et de l'environnement marin. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a pu interagir entre nous, échanger des regards, des critiques constructives et tout ça dans la bienveillance pour essayer d'explorer au mieux cette fibre artistique. Et finalement, même si on pensait que, enfin, pour ma part, en tout cas, je pensais que j'étais plus scientifique qu'artiste, et ben, c'était intéressant de prendre le temps, d'être accompagnée aussi par des personnes compétentes dans dans cette activité, dans cet exercice. Et on avait aussi du matériel de qualité à disposition, donc c'était chouette d'avoir tout ça pour explorer de nouvelles compétences. Et oui, ce qui était vraiment bien, ça nous a forcé à un peu lâcher prise de notre schéma de pensée scientifique pour vraiment prendre le temps d'aborder les objets qu'on a devant nous sous un autre angle. Et je pense que ça a été enrichissant pour tout le monde. Donc, Je pense que on était tous d'accord à la fin pour dire que cette semaine de film, elle a peut-être changé notre vision de scientifique pour l'avenir. Parce que au-delà des travaux de recherche qu'on pourra faire, des activités, etc., de dissémination et de mesures, on pourra aussi voir la beauté des choses qu'on observe et ça donne une autre perspective d'étude. Et c'est tout le travail du lien qui est fait entre art et science. Et c'est voilà, des groupes de recherche mixtes qui c'est un peu en vogue depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est intéressant de travailler. Je vous remercie de votre attention. Quelles questions à ça? Pourquoi c'est exposé que jusqu'à 5 heures? Vous pouvez pas le laisser une petite semaine? Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait des contraintes aussi par rapport à l'organisation de la médiathèque et les horaires d'ouverture. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est possible d'exposer plus longtemps. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose. Non. Et surtout que de base, c'est fait pour l'exposition Ressac. Et là, on l'a exposé en rendu de film, quoi. Mais de base, c'était fait pour le festival. Donc, là, c'est un petit teasing, quoi. Merci pour votre enthousiasme partagé. C'est agréable. Alors, Paula on se demandait combien elle vous avait payé pour qu'elle dise ça. Mais je ne crois pas. Vous me... Euh, Hormis le croisement de disciplines, qu'est-ce que ce regard, est-ce que c'est un regard différent que vous portez sur sur un point de vue artistique de votre science? Qu'est-ce que ça peut générer en termes de, parce que au-delà de l'interdisciplinarité, parce que vous avez travaillé sur un sujet qui ne vous parle pas forcément, comme le plancton, etc. Euh, qu'est-ce qui vous ressort de ces échanges-là et de ce nouveau regard sur l'interdisciplinarité, en plus de ce domaine artistique? Je ne vais pas non plus parler forcément pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a pas mal ressenti aussi. Euh, cette nécessité du pas de côté qui était déjà présente avant. Et quand on parlait de pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce film, etc., la volonté de mêler art et science est présente chez tout le monde. Et je pense que c'est surtout ça ce que ça nous a apporté, en fait, cette idée il faut constamment décaler le regard, surtout face aux images par rapport auxquelles avec lesquelles on travaille toute la journée, on voit tout le temps, etc. Et je pense que c'est un peu ça, surtout qu'on retient. Ouais, exactement. Bonjour, on est passé vous voir à la bibliothèque avant de venir vos travaux et ils sont magnifiques.
Il y a un esthétisme dedans qui nous a scotché. Donc, on est parti de l'a priori que vous aviez déjà des compétences en art. Et ma question, c'était de savoir quel était votre niveau. Est-ce qu'il y en avait déjà ou est-ce que vous l'avez découvert aussi à ce moment-là? Je crois que c'était assez diversifié dans le groupe entre des gens qui dessinent pour eux-mêmes, des gens qui n'avaient jamais fait d'aquarelle, par exemple, des gens qui en avaient déjà fait aussi. Donc, je pense qu'il y avait à peu près tous les niveaux. Ensuite, de ce que je sais en tout cas, aucune pratique qui était vraiment avancée, quoi. Le fait qu'on ait, encore une fois, j'insiste, mais le fait qu'on ait pris le temps de se consacrer entièrement à ce projet pendant une semaine, qu'on ait du matériel à disposition et qu'en plus, ce qu'on a, voilà, on s'est soutenu, on s'est conseillé d'entraide et puis bien conseillé, ça fait que c'était propice à la meilleure expression possible de l'art et scientifique. Moi, j'ai juste un tout petit, je suis par là, je suis sur le côté. C'est un tout petit commentaire sur ce que tu viens de dire, enfin sur ce que le groupe a dit. Un article que j'ai juste lu hier soir, qui est s'accorder des moments de contemplation pour mieux comprendre. C'est un petit article dans Le Monde d'une directrice de recherche du CNRS au laboratoire de psychologie de la perception, qui dit que de passer du mode apprentissage au mode esthétique aide à réduire notre charge mentale et pourrait bien être paradoxalement bénéfique pour nos capacités cognitives. Et donc voilà, donc je pense que ça traduit exactement ce que vous avez dit en tant que groupe, et je vous invite juste à rechercher cette carte blanche dans le journal Le Monde. Et c'est inspirant ce que vous venez de nous montrer. Merci. C'est exactement. Bonjour à tous. Alors, nous, on était le PIM Atmococo. Donc, c'était un PIM qui avait pour sujet donc, l'atmosphère en zone côtière et en particulier en région bretonne. Donc, pour ça, ce qu'on a fait au cours de cette semaine, c'est qu'on était encadré par une enseignante-chercheuse de l'université de Gdańsk, en Pologne, qui s'appelait Anita Lewandowska. Et on a tout fait en anglais pour nos recherches et pour nos présentations. Donc, c'était assez intéressant puisque on avait un petit peu le côté communication dans une équipe internationale qu'on se projetait, ce qui était assez intéressant. Ensuite, on était tous d'univers assez différents parce qu'on avait des gens de l'ENSA, des gens de l'UBS, des gens de l'UBO. Et donc, au début, ce qui était assez important pour pouvoir travailler en équipe, c'était un petit peu d'apprendre à se connaître. Et donc, on a eu différentes activités qui ont permis de faire cela. Et enfin, on s'est donc attaqué véritablement à notre sujet. Et pour ça, on a commencé par une étude de cas. Et donc, l'étude de cas, c'était quelqu'un qui s'appelait Matteo Marina, qui était responsable du port de Brest, et qui, dans cette famille, avait sa mère qui était morte d'un cancer du poumon et qui avait sa fille de 2 ans qui était très malade. Et donc, bien qu'il ne soit pas très joyeux, on a dû s'y attacher. Et pour cela, on a commencé à étudier les différentes sources éventuelles et les possibles raisons qui pouvaient être à l'origine de la maladie et de la mort de la mère. Donc pour cela, on a fait une mind map que vous devez peut-être voir juste ici. Et donc chaque groupe, donc on était par groupe de 3, a fait une mind map et qui commençait un petit peu à lister les différentes raisons possibles. Donc on avait mis en évidence différentes sources principales qui étaient probablement déjà la présence d'un port de commerce, de différentes usines et d'un trafic routier assez important. Ensuite, dans la répartition et dans l'analyse de la situation qu'on a faite, ce qui était assez intéressant, c'est que chaque groupe a pu se répartir la tâche. Et donc, on a divisé tout ça en 6 thèmes principaux. On avait d'une part la santé en Bretagne, qui a arrivé avec cette conclusion tout de même qu'il y avait une durée de vie pour les hommes et les femmes légèrement plus faible en Bretagne que dans le reste de la France. C'est pas très important, mais c'est quand même notable. Et c'est possiblement expliqué par une qualité de l'air qui est impactée et peut-être moins bonne qu'ailleurs. Ensuite, on avait donc, pour rentrer en détail là-dedans, un groupe qui s'intéressait à la qualité de l'air en général. Et enfin, on s'est dispatché les différentes sources de pollution possibles, qui étaient donc l'industrie, le transport, l'air intérieur aussi dans les maisons, mais aussi les systèmes municipaux
de chauffage et d'énergie. Et on essayait là-dedans de faire nos recherches et de trouver les différentes sources de pollution possibles. À la fin, on a donc présenté une présentation, chaque groupe de 10 minutes avec échange, questions-réponses pour communiquer et essayer d'entrevoir les explications possibles, avec toujours en fond cette étude de cas pour trouver les raisons qui rendaient les gens malades en Bretagne. On est arrivé à différentes conclusions pour chaque groupe. Je ne sais pas si vous aviez envie de les partager en particulier. Mais en tout cas, elles sont visibles sur les t-shirts qu'on a également fait à la fin. On peut en voir un juste ici aussi. Et sur ces t-shirts, on mettait en avant soit un petit slogan, soit un chiffre, ou alors un dessin qui, pour nous, pouvait permettre aux gens de prendre conscience qu'il y a toujours des efforts à faire sur la pollution et donc qui impactent la qualité de l'air et tout simplement notre santé. Ici, vous voyez peut-être un petit bonhomme qui a une tête de planète et qui émet de la pollution avec la tête dans un bocal. Ça montre simplement que la pollution qu'on crée, ben, on finit par la respirer aussi, et qu'elle peut être à l'origine de différents maux qui ne sont pas du tout souhaitables. Et au final, en appréciation personnelle, c'est franchement une semaine assez enrichissante parce qu'on a découvert forcément des personnes d'autres univers et qu'on s'est, en tout cas pour ma part, attaqué à un sujet que je ne connaissais pas forcément et qui, en plus, est plutôt local et d'intérêt et d'actualité. Donc, c'était intéressant et enrichissant. Merci. J'ai toujours des questions, je suis désolée. Euh, la question de la langue, elle est assez intéressante. Est-ce que pour vous, travailler sur une thématique en anglais a été problématique ou justement, au-delà du fait vous disiez tout à l'heure que c'était plutôt un moteur en fait d'échanger sur une thème. Est-ce que vous, en termes de technicité de langage, est-ce que parfois vous êtes freiné parce qu'en plus du sujet à appréhender, il faut aussi le langage ou est-ce que vous êtes tous bilingues? Et là, je prends une grosse claque en direct. Euh, bon, déjà, nos recherches étaient en français. Donc, au moment de recherche, il faut comprendre vraiment les mots-clés, les choses importantes. Donc, pour la compréhension personnelle, ça allait. Et effectivement, au moment de la communication, on a tous des niveaux un peu différents en fonction des différents horizons et des personnes. Et donc, peut-être qu'il y a des moments où on sentait que communiquer sur un terme technique, ça pouvait être un peu plus compliqué. Et donc là, quand on était entre nous, on passait par le français. Et sinon, effectivement, quand on communiquait avec notre professeur qui nous parlait de quelques légers mots de français, il fallait trouver quelques pirouettes pour faire comprendre l'essentiel de l'idée qu'on souhaitait partager avec elle. Mais au final, il semblerait que ce n'ait pas été une barrière du tout, puisque même au final, lors de nos présentations, notre rendu, on a pu discuter, communiquer avec elle sans, il semblerait, le moindre souci, et puis même, il y a des questions d'accueil qui ont été posées, donc ça n'a pas été une barrière en fait. Moi, je voulais juste rajouter, dans nos présentations, on nous faisait quand même d'utiliser beaucoup d'images, beaucoup de choses graphiques. Et ça permettait aussi même si on ne maîtrisait pas vraiment les mots, si c'était difficile de parler en anglais, de montrer, de faire des gestes avec les mains, tout ça. Et c'est sûr que je pense que ça a aidé aussi à communiquer. Personnellement, moi, j'ai pas un super niveau d'anglais, je trouve, mais, euh, mais j'ai été étonné à quel point c'était facile, en fait, d'échanger, en fait. Enfin, de se faire comprendre, ouais. C'était- Bonjour à tous. Alors nous, on était le PIM d'État, donc un projet qui liait l'art et les sciences. On a eu la chance d'avoir un artiste de street art avec nous, donc Tétis, donc qui nous a encadrés avec des professeurs également donc, toute cette semaine. On a eu d'abord les premiers jours des présentations de professeurs, des présentations aussi de doctorants, donc très intéressants sur les grands fonds. Et ça nous a, en fait, le but était de nous montrer un petit peu, voilà, le thème quand même de notre PIM, c'était aussi les grands fonds, c'est les abysses, tout ce monde en fait qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qui est vu.
Et le but, nous, de notre film, c'était de créer des œuvres en lien avec cette question-là. Et donc, le travail de Toti, c'est de Toti, qui est aussi biologiste marin, qui dessine des espèces comme ça, des grands fonds, pas que des grands fonds, mais des marins globalement, donc en street art et en utilisant la technique du collage, d'aller après le faire figurer ces espèces dans les rues, en fait, à la portée de tous. Et nous, c'était notre objectif de cette semaine. Donc, on a commencé par faire de choisir d'abord chacun une œuvre des grands fonds. Donc, la consigne, c'était vraiment une espèce qui vit en profondeur. Et une fois qu'on avait cette espèce, d'en faire la forme d'abord et ensuite dessiner des cassures selon le style de Toti. Et puis après, donc le résultat, vous allez sûrement pu le voir pour certaines œuvres qui ont été toutes collées. Donc voilà, qui ont été mis à différents endroits du campus. Et donc, enfin, je vais pas en dire plus. On va d'abord Louise va vous parler du travail en collectif, hein, comment ça s'est déroulé autour de. Merci, Louise. Par rapport au travail en collectif, on peut se dire que le dessin, à première vue, c'est quelque chose de très individuel. Enfin, on est seul dans sa feuille de papier. Mais au final, en fait, pendant toute cette semaine, on s'est assez rapprochés. Il y a eu une très bonne entente de groupe. Et on s'est tous, en fait, donné des inspirations les uns les autres. Durant la phase, en fait, juste de dessin, on est tous allés voir un peu ce que faisaient les uns les autres. On se donnait des idées, on se conseillait des références, etc. Donc, c'est assez sympathique. Il y a eu aussi, ça peut paraître bête, mais tout ce qui est voilà, partage des ressources, hein, on n'avait pas forcément des crayons pour tout le monde. On n'avait pas forcément des cutters pour tout le monde, donc il a fallu s'organiser, j'ai partagé les affaires, etc. Quand certaines personnes étaient un peu en retard parce qu'elles avaient des figures assez complexes à découper, du coup, on s'est tous entraînés, en fait. Voilà, on s'est tous plus ou moins aider les uns les autres. Et même, du coup, après, pendant la phase d'affichage, où on s'est baladé, en fait, dans l'IEM, il y avait, du coup, Driss, Petis, qui nous expliquait que dans le street art, en général, c'est assez, pas individualiste, mais en fait, c'est un peu le premier qui aura le spot, c'est celui qui le prendra, du coup, il faut aller vite, etc. Mais nous, la dynamique, c'est absolument pas ça. On était là, on se baladait tranquille, on dit, oh, toi, tu peux faire ça là, oh, toi, tu peux faire ça là. Enfin, voilà. C'était hyper, chill. C'est très cool. Et voilà. Est-ce que... Ouais, on peut faire une petite partie. Du coup, on va peut-être chacun donner nos ressentis, ce qui nous a surpris et tout. Je sais pas si on a le temps ou on n'a pas le temps. On a le temps. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est au-delà de la performance artistique, même si on n'est pas à la base artiste, c'est aussi de partager avec les chercheurs de l'Ifremer sur des anecdotes. Moi, je sais que j'ai dessiné une pieuvre d'Embo et José Sarrazin, qui était là tout à l'heure, a vu cette espèce qui est très rare et elle a raconté ce récit où elle a plongé à 3600 mètres de profondeur. Donc voilà, il y a aussi, au-delà de dessiner, ce partage, ces interactions avec les professionnels, mais aussi avec Totis. Et je pense qu'on est tous d'accord pour te remercier pour ce que tu nous as appris durant cette semaine. Je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'on a eu un grand apport grâce aux chercheurs de l'Ifremer et c'était assez intéressant parce qu'on a débuté par ça notre semaine, à savoir un peu toutes les techniques d'observation qui étaient possibles et à quelle profondeur et d'avoir vraiment un exposé assez dense sur toutes les techniques. Et du coup, on a fait un petit dégradé depuis la science pure et dure au début de semaine jusqu'à aujourd'hui, être vraiment les mains dans la colle et coller nos dessins. Donc ça fait vraiment le lien entre la science et l'art. Et donc, c'est assez intéressant de commencer par la science et d'arriver vers l'art, tout en étant connecté et en parlant avec des chercheurs qui aussi très renseigné sur tout le monde de l'océan. Donc, super, super cool. Et puis, outre le fait qu'on ait mis nos dessins au niveau de l'IEM,
à noter parce que je crois que ça n'a pas été dit, mais nos dessins vont être aussi affichés dans les rues de Brest pour, je crois que ça s'appelle des fêtes maritimes. Et moi, ce que je trouve incroyable là-dedans, c'est que de se dire que de ce qu'on a dessiné, donc moi pour le coup, il y a une petite crevette des abysses, c'est que ça va être imprégné dans une ville et on a un peu de nous quelque part. Et vraiment, c'est vraiment cool comme truc. Surtout que, bon, moi, je serais pas là cet été, donc je vais pas me salir les mains. Mais ouais, c'était un peu technique, surtout qu'il fait froid en ce moment. Donc, je vous avoue que quand on doit coller comme ça sur le mur, c'est assez sportif, mais bon, ça se fait bien, quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment super, une super bonne initiative. Donc, merci Blue et c'était top. Des questions? Moi, j'ai juste une question pour commencer. Vous avez créé un petit outil de médiation qui va avec les œuvres, peut-être que vous Oui. n'en avez pas parlé. Ouais, il va y avoir des QR codes. On les a pas encore collés, mais ils vont être en dessous de chaque affiche parce qu'il y en a qui sont explicites, il y en a qui le sont moins. Et il y aura une petite explication sur les créatures qu'on a dessinées et peut-être qu'il y en a qui ont fait des petits récits, je sais pas. Mais en tout cas, les conditions de vie et ce que c'est. Voilà. Et pareil pendant les fêtes maritimes. Moi, j'ai une question par rapport au style de dessin, parce que ce que vous avez fait, c'est hyper homogène et c'est d'ailleurs impressionnant à quel point c'est la même personne qui a fait tous les dessins. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus choisi de créer, enfin d'explorer votre propre style chacun? Bah, déjà, parce que je pense que dans le groupe, que certains étaient un petit peu plus naïfs au dessin, mais que c'est vraiment l'idée du film, c'était d'apprendre de Tetris un peu son style et sa technique, c'était un package un petit peu collectif. Donc, on a appris, on a fait. Et puis, en vrai, mine de rien, même si on a tous repris, on va dire, une même trame, il y a quand même chacun de nous à apporter un peu sa petite touche, quoi. Donc, après, bon, faut le voir, mais ça y est pourtant. D'autres questions avant Yoann? Vous avez fait autant de collages que vous êtes d'étudiants et d'étudiantes. Alors, faites-nous voyager. Dites-nous où elles sont collées pour préparer au voyage si on a envie de se balader. Sur la bibliothèque en général et aussi les espèces. Ok. Alors, moi, j'ai fait une chimère des abysses, donc un petit poisson bleu qui ressemble un peu à un requin. Et je l'ai représenté ouais, près du restaurant universitaire. Voilà. Moi, j'ai fait un calmar géant et il est sur la bibliothèque. C'est un calamar aux yeux noirs. En fait, le but, c'est de voir la ressemblance avec une femme à l'envers. Et c'est à côté de l'entrée de la bibliothèque. Moi, j'ai fait une méduse des abysses et elle est à côté de la BU aussi. Moi, j'ai voulu représenter un petit extrait d'écosystème qu'on peut voir autour d'une source hydrothermale. Elle est un petit peu planquée, mais elle est à côté du toit de la BU et vous pouvez la voir depuis la terrasse de la BU. Puis moi, c'est une petite crevette qui s'appelle une petite crevette qui s'appelle voilà, Renicaris exolicata, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, et c'est une crevette qui vit au niveau des sources hydrothermales, donc comme présenté par le camarade juste avant. Ah oui, pardon, entre l'IEM et la bibliothèque. Voilà. Et moi, c'est une larve planctonique qui se transforme soit en oursin, soit en étoile de mer, soit en ver. Et elle est au niveau de l'entrée de VG bien, du moins, et du LETV, sur le côté droit de l'IEM. Moi, du coup, j'ai fait une carcasse de baleine et elle est à l'entrée de l'IEM. Voilà. Donc, moi, j'ai réalisé un régalec ou poisson ruban qui est au niveau de la bibliothèque. Alors, ouais. Moi, j'ai fait
un petit calamar bijou qui est juste à l'entrée de l'UM, donc en face de la baleine de Lille. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la pieuvre d'Embo, que j'ai renommée Bobby, et qui est pareil au niveau du dessin d'Alix, en bas de la terrasse de l'IUM. Et moi, du coup, j'ai fait un dragon des abysses et une balise Argo et elle est sur la bibliothèque aussi. Bonjour à tous. Alors nous, on est le team Silica. Alors, la silice, est-ce que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler? Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai juste entendu comme ça dans un cours au lycée, mais j'en sais pas plus. Et c'était un peu le cas pour nous tous. Et donc, l'objectif de SPIM, c'était de rendre accessible à des enfants de 10-12 ans les enjeux de la silice via un outil de médiation. Donc, qu'est-ce que c'est un outil de médiation? C'est un support, ça peut être un livre, un jeu, un poster, qui va permettre à un public de s'intéresser et de se sensibiliser à un sujet. Nous, on a choisi de créer un jeu vidéo pour sensibiliser des jeunes collégiens aux enjeux de la silice. Je vais vous parler un petit peu, moi, de comment on en est arrivé à ce jeu. Ça n'a pas été facile, parce qu'au début, c'est vrai qu'on ne connaissait pas forcément tous la silice. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on n'avait aucune idée de quel outil de médiation on allait choisir. Et donc, c'est pour ça que le premier jour, ça a vraiment été une imprégnation du sujet de la silice grâce à la Silica School. On a suivi les cours sur la silice. Et après, le deuxième jour, grâce à Rewild, nous avons fait un brainstorming pour les supports utilisés. Et de ce brainstorming est sortie l'idée qu'il fallait que l'outil de médiation soit interactif. Donc, on a hésité pendant longtemps entre un jeu de plateau et ce jeu interactif qui, de base, devait être un livre. Et puis, on s'est dit qu'en fait, non, ce serait beaucoup mieux sous cette forme de jeu. Donc, pour ça, on s'est divisé en 4 groupes. Une équipe graphique qui nous a permis d'avoir ce super CC, donc molécule de silice. Une équipe technique qui a permis de réaliser ce jeu en juste 2 jours, ce qui est assez fou. Une équipe pour le scénario, parce que l'objectif du jeu, en fait, ça va être d'avancer, de suivre Sissi dans une aventure, entre guillemets, pour découvrir un peu le rôle de la silice dans notre planète et où on la trouve, quel est son rôle, ses limites aussi. Et enfin, une équipe qui nous a permis d'avoir du contenu scientifique fiable parce que l'objectif de la médiation scientifique, c'est avant tout de faire apprendre des informations justes, pas de la désinformation. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un groupe sur le contenu scientifique. Ouais, donc, pour nous, ça a été l'occasion vraiment d'apprendre pas mal de choses, pas seulement ce qu'est la silice, à quoi ça sert, mais vraiment des techniques pour vulgariser un contenu scientifique à un jeune public. Ça a été vraiment une phase compliquée pour nous. Et on a eu des cours là-dessus, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de faire passer un message, de transmettre un seul message à travers notre jeu, et donc vraiment de cibler les informations qu'on veut communiquer à notre public. Donc, ça a été vraiment super. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça très intéressant comme cours, et l'exercice de vulgariser, c'est vraiment quelque chose qui, en plus de transmettre de la connaissance, même ça nous permet de mieux retenir ce dont on parle, parce qu'on se force à comprendre ce qu'on explique. On a été aussi pas mal surpris. Oui. Ah oui, en fait, au début, moi, je suis ingénieur de formation. On était quelques-uns aussi qui ont un G. On était aussi des chimistes, des biologistes. Et la silice, c'était pas forcément notre premier choix. Donc, au début, on était un petit peu pas très motivés. Les premiers jours, c'était pas vraiment, on n'avait pas vraiment envie d'être là. Et dès qu'on a commencé à vraiment travailler sur l'outil, on a tout de suite senti un regain de motivation dans tout le groupe, et ça nous a tous poussés vers le haut pour créer quelque chose dont on est, je pense, tous fiers.
et qui, on espère, servira à éduquer les jeunes sur le sujet de la science. C'est vrai que au début, on était un peu perdu et on a limite trouvé qu'on n'était pas assez encadré. Sauf qu'après, en fait, à la fin du film, on a compris que ce manque d'encadrement au début a fait que ça nous a permis d'avoir un outil qui est ultra original et qui, je pense que si on avait été plus orienté sur les outils de médiation, peut-être qu'on aurait fait quelque chose de plus banal. Et donc, au final, c'était une bonne idée de nous laisser vadrouiller totalement librement parce que le rendu final, on est vraiment très fiers et très cool. Et voilà. Bah voilà, merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Donc bonjour à tous. Déjà, bravo. Ça a vachement évolué depuis que je suis passée vous voir en début de semaine. Waouh, vraiment waouh. J'ai vu quelque chose qui était ultra flou sur un tableau un peu à tâtons. Et puis au final, la molécule est super. Je tiens à le dire, bravo. Et ma question, c'était, est-ce que c'est vous qui avez fait tous les dessins? Et finalement, c'est un PowerPoint que vous avez utilisé pour faire le jeu? Alors oui, effectivement, l'outil qui nous permet de faire le jeu vidéo, enfin le jeu vidéo, c'est un PowerPoint en fait. On voulait vous le cacher, mais bon, le secret est révélé. Donc ouais, c'est un simple PowerPoint, mais il y a quand même un peu de code derrière pour que ça le rende cliquable et interactif. Ça, c'était vraiment l'intérêt pour avoir un jeu qui sensibilise et qu'on retienne quelque chose. Et donc concernant les fonds qu'on a on a utilisé l'intelligence artificielle pour les créer parce qu'on voulait travailler efficacement et rapidement. Donc, et on voulait aussi surtout respecter la même charte graphique de slide en slide. Donc, l'IA nous a pas mal aidé là-dessus. On avait juste à importer des images d'Internet et elle nous convertissait ça en des jolis petits dessins. Et puis après, on a quand même dessiné quelques éléments, notamment la petite molécule ici. Ça, c'est personnel. Donc, En tout cas, bravo, ça rend super bien. Est-ce que, est-ce que je peux juste vous demander l'outil d'IA que vous avez utilisé pour générer les images? On a utilisé une application qui s'appelle Cartoonify sur Canva. Vous auriez dû appeler vos collègues qui sont en team IA, ils vous auraient donné des outils. Une question? J'ai voulu faire un jeu vidéo à la base. Et est-ce que en fait, après, on peut je sais pas, contrôler la molécule En fait, on appelle ça un jeu vidéo parce que c'est plutôt sous format numérique, mais de base, notre inspiration, comme j'avais dit, c'était un livre interactif Ah oui, d'accord. et les Choose Your Own Adventure. Donc en fait, c'est plutôt, il y a des choix de chemin à choisir. Je sais pas si on peut avancer. En fait, il y a plusieurs options de choix et le jeu, c'est un cycle. En fait, on revient toujours au début, mais en ayant enfin, par exemple, si on a une classe de 20 élèves, eh ben, ils vont avoir 20 parcours différents pour retourner au début. Ah oui, d'ailleurs, oui, le film était en anglais, donc c'est pour ça que c'est en anglais, mais nous ne savons pas pour qui c'était destiné de base, à part que ça devait être en anglais. On savait que la cible devait être entre 10 et 12 ans, mais on n'a pas eu, enfin, on n'a pas eu, par exemple, on n'a pas dit que c'est pour cette école. Mais oui, l'outil est en anglais. Bon, c'est juste un commentaire pour dire que je trouve ça vraiment super et impressionnant d'avoir fait tout ça en une semaine. On cherche aussi à faire des outils de médiation et donc je voulais savoir si vous mettiez à disposition ce que vous avez fait pour qu'on puisse s'en inspirer. Alors, oui, je crois que ça sera à disposition. Il faut voir avec Jill Studden. Patton. Pardon. Euh, Ouais, je pense qu'on mettra le lien, si vous êtes OK, du PowerPoint sur la page des films Facebook oui, pour normalement, il y a un partager document ça. qui a fait quoi pour le PowerPoint. Ça sera partagé.
C'était en anglais parce que c'est en lien avec la Silica School, qui est un regroupement international. Donc, c'est aussi fait pour que ce soit partagé aussi avec les collègues de la Silica School. Bonjour tout le monde. Donc, nous avons travaillé sur le PIM Omégapol, donc qui portait sur les oméga 3 marins essentiellement. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous avons mené une enquête auprès des consommateurs de poissons, donc pour connaître leurs habitudes alimentaires et leurs connaissances au niveau des oméga 3. Donc, en fait, le projet Oméga, c'est surtout de l'interdisciplinarité, notamment pour mettre en place le questionnaire. Donc, on avait besoin de biologie, d'écologie, de psychosociologie, toutes ces choses-là pour le mettre en place et aller voir le grand public. Donc, c'est surtout pour objectif d'informer le grand public sur les oméga 3 et aussi sur ta ressource qui tend à s'affaiblir, notamment pour les poissons. Donc, pour ce faire, on a été le mardi et le mercredi sur les grandes surfaces. Donc, on s'est séparé en 3 groupes. Il y a un groupe qui allait plutôt sur le côté de Sylvanais, donc dans les poissonneries ou les marchés, pour questionner avec l'enquête qu'on avait fait les consommateurs de poissons. Et après, il y a un groupe aussi qui a été dans les grandes surfaces comme le Carrefour Héroise, vers le port et dans le centre-ville. Donc, ça n'a pas été simple. On a dû sortir de notre zone de confort pour aller interroger les gens qui ne savaient pas qu'on allait les voir. On a pris énormément de refus, mais ça ne nous a pas empêché de continuer, d'avoir quand même environ 159 réponses. Et ça nous a permis aussi de pouvoir améliorer nos questions, puisqu'on est plutôt d'un côté scientifique et qui ne comprenait pas forcément quand on parlait. Et donc, on a dû reformuler nos phrases. Et donc, ça nous a permis un peu de faire un peu de la vulgarisation. Parce que tu veux parler de questions, voilà, tout dit. Non, du coup, oui, les questions qu'on a fait, donc on a fait le questionnaire le lundi et mardi matin, on est allé du coup faire notre première enquête et suite du coup à beaucoup de non-compréhension et de réponses non adaptées aux questions qu'on a justement posées, on a reformulé tout ça, on a fait un débrief mardi après-midi. On les a reformulés, on a choisi des exemples appropriés, pardon, pour certaines questions qui ont été mal comprises. Et même si du coup on a refait le questionnaire mercredi matin, certaines questions n'étaient toujours pas adaptées. Et donc du coup on a certaines réponses qui ont été biaisées du coup par la non-compréhension des questions, mais on a quand même eu beaucoup de résultats et des statistiques assez bonnes, si on peut dire. Donc, voilà. Du coup, pour les résultats, pardon, on a été assez surpris quand même des réponses qui ont été données par ces 159 personnes. Déjà, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié qui connaissaient les oméga 3 directement lorsqu'on leur parlait des poissons, etc. On a cité les oméga 3 comme des nutriments qu'on peut trouver dans l'alimentation, particulièrement dans les poissons. Mais on a été aussi surpris par le nombre de personnes qui ne connaissaient, qui ne voulaient pas ou qui ne connaissaient pas vraiment les réponses, avec à peu près un quart des personnes, à un cinquième des personnes qui répondaient qui ne savaient pas. On a aussi pu voir des différences entre les réponses du mardi et du mercredi en ce qui concerne comment ça s'appelle, la consommation des macros, sardines et anchois, donc les poissons qui amènent le plus d'oméga 3, en tout cas ceux sur lesquels nous travaillons le plus, qui étaient plus consommés en conserve en globalité. Et donc ça, c'était par rapport aux chiffres obtenus quand on avait travaillé au départ, qui étaient normaux, qui étaient ressemblant à ceux à faire. Par contre, il y avait beaucoup plus de personnes qui consommaient des conserves que de frais et autres, les mercredis, donc c'est pas vraiment pour ça, ça a travaillé. Euh, oui, j'étais aussi pas mal intéressé par pour certaines personnes, en tout cas, pour tous ceux qui étaient à plus d'années, ils ont eu des super bonnes réponses, peu de refus. Niveau statistique, vers Strasbourg, les personnes âgées, d'autres qui nous avons interrogés, étaient beaucoup moins intéressés, on va dire, par
par nos questions. Et puis, non, vraiment de bonnes réponses. Certains étaient même plus, on va dire, connaissaient, bon, moi, je connaissais pas grand-chose sur les oméga quand je suis arrivé dans le film. Mais honnêtement, il y a des réponses qui sont sorties pour les origines des oméga 3 non marins, comme les huiles végétales, le beurre, etc., qui ont été cités, donc c'est les connaissez, mais d'autres, tels les noix, le poulet, c'est dans l'alimentation. C'était beaucoup plus, on va dire, scientifique. Et c'est vraiment, vous connaissez mieux que moi, donc j'étais vraiment étonné. Et sinon, à part ça, c'est très intéressant. Mais c'est des trentaines. Donc c'est plutôt un film à faire en été, je tiens à dire. Merci. Donc, moi, j'ai encadré le film. Est-ce que vous pouvez juste parler de votre institution? Vous avez fait, enfin, vous avez été issue du film ce matin. Du coup, on était trois groupes. Et donc, on a fait trois restitutions différentes. Elles se sont axées en trois axes. Il y avait un axe sur notre ressenti à tous, sur les interviews. En gros, on s'est fait refuser. Après, c'était une pièce de théâtre. Du coup, c'était votre groupe à vous. Ouais, tu peux. Donc, en fait, on a fait une pièce de théâtre pour mettre en avant le rôle d'intervieweur quand on est parti voir les gens d'une façon plutôt humoristique. On a accentué certains traits qu'on a pu retrouver lors des enquêtes. Et je ne sais pas s'ils pourront avoir accès peut-être pour la visualiser. Donc, c'était vraiment, on a accentué le trait, mais c'était des situations réelles qu'on a pu voir et c'était plutôt drôle. Donc, voilà, c'était une petite pièce de théâtre pour l'axe 1, l'axe 2. Du coup, l'axe 2, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté là. C'était les résultats obtenus par rapport à ceux auxquels on s'attendait. On a eu ensuite de différents comment dire les bêtises. Mais et c'était de voir s'il y avait des interactions effectivement entre deux populations, enfin, en gros des corrélations. Et du coup, on n'a pas pu aller plus vite par manque de temps. Donc, c'était compliqué. Et ensuite, l'axe 3. Et du coup, l'axe 3, c'était sur les biais du questionnaire. On s'est plutôt concentré sur les corrections qu'on a dû faire parce qu'on avait des problèmes, du coup, comme Emma a dit. Le premier jour, il y a des gens qui ne comprenaient pas les réponses. Par exemple, on demandait des échelles de 1 à 5 et ils répondaient ils répondaient 8. Donc, c'était trop bizarre. Et du coup, on était obligé de réexpliquer tout. Il y avait des exemples. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas les mots apport nutritionnel. Et on s'est dit, bah, comment faire pour leur expliquer alors qu'on voulait des réponses spontanées, donc on ne pouvait pas leur donner des exemples de réponses. Donc on a pris un exemple pour les apports nutritionnels du poisson. On leur a dit, bah, par exemple, le citron, il y a de la vitamine C, c'est bon pour votre corps. Est-ce que vous avez des idées pour le poisson? Et on était toujours obligé de toujours reformuler ou donner des exemples. Et ça nous a beaucoup étonné. Mais voilà. Sur vous va tomber la question, mais avec les sujets art et sciences, on voit que vous allez vers le grand public. Qu'est-ce que vous en attendez de ce que le grand public peut attendre de la science qui vient vers eux? Par vos réponses, vous avez dit que pour eux, c'était compliqué. Quel retour vous pourriez en attendre de projets comme ça, expliquer aux citoyens lambda ce que la science peut leur apporter? Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, il y aura une suite puisque normalement le film sera renouvelé l'année prochaine. Et en fait, on n'a pas vraiment pu expliquer quand on est allé voir le consommateur, puisque nous, on voulait des réponses spontanées. Donc, si on leur parlait d'oméga 3, on allait leur poser la question, ils vont nous dire oui, oui, les oméga 3, on a et tout. Mais du coup, à la fin, il y en a qui s'intéressaient quand même et qui nous posaient des questions sur le projet. Mais je pense qu'il faudrait le faire systématiquement à la fin, donner un papier, si on peut le faire l'année prochaine, à la fin des questionnaires, pour qu'ils aillent se renseigner s'ils ont envie, et même s'ils ont un peu de temps, parce que c'est vrai que souvent, ils sont pressés, ils font leurs courses. Mais de pouvoir plus leur expliquer, là, c'est vraiment un questionnaire pour avoir leur consommation habituelle. Voilà. Et après, pendant le questionnaire, quand même, on donnait la définition d'oméga 3. On leur demandait d'abord. Après, on leur demandait s'ils voulaient une définition. Et à chaque fois, ils disaient oui, sauf une fois pour toi.
Et sinon, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui savaient pas du tout ce que c'était les oméga 3 et qui quand même en prenaient. Une dame qui m'a dit pendant toute l'interview que elle savait rien du tout là-dessus, sur les poissons, rien du tout. Et à la fin, elle m'a dit, si, je prends des oméga 3 mais je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est tout. Bonjour. Alors, nous, on avait le PIM IAG, et le PIM IAG donc, traitait des IA génératives. Les IA génératives, j'imagine que vous connaissez, c'est tous ces outils de génération de texte, d'images. Donc, on a tout à l'heure un superbe exemple, qui était le jeu, le PowerPoint, pardon, du PIM Civica. Et donc, c'était de traiter cet outil. Alors, tout d'abord, nos encadrants, ils ont eu la bonne idée de nous demander nos a priori et nos attentes avant le PIM. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir évoluer ces a priori au fur et à mesure du PIM. Le PIM, il était composé donc de la matinée. La matinée, on avait des intervenants qui nous présentaient donc des aspects des IA. On avait des aspects éthiques, des aspects techniques, mais aussi des aspects pratiques pour comment utiliser l'IA et dans nos futurs métiers, dans nos études. Et puis l'après-midi, on mettait en pratique tous ces outils et on essayait de comprendre comment elles allaient nous servir, quelles étaient ses limitations et dans quel travers on pouvait tomber. Et puis à la fin, ce qu'on vous a fait, c'est un petit livrable qui récapitule les usages et qui vous permettra de s'en servir, qui récapitule des outils. Et donc, mes camarades vont vous les présenter. Donc d'abord, pour revenir un peu sur les différents intervenants qu'on a eus, on a eu du coup des points de vue assez différents sur l'IAG. En partie, le point de vue d'une personne qui était là pour représenter une utilisation, une entreprise qui fait une utilisation commerciale des IAG. Et on a eu aussi deux chercheurs, donc un qui est spécialisé dans ce domaine et une personne qui est plutôt spécialisée dans l'utilisation des IAG et sur les limites aussi des IAG, plutôt que sur le fonctionnement en lui-même de l'intelligence artificielle générative. Maintenant, on a aussi eu un autre cours qui était assez intéressant, et de voir aussi les dérives liées aux biais sexistes et aux biais racistes et aux biais de discrimination en général liés à l'IA. Et je dirais que cet apport, en fait, qui venait un peu de toutes les directions, il a permis vraiment de nous permettre, il a permis de creuser la réflexion lors justement des TP et d'orienter aussi un peu, donner plusieurs angles de réflexion et de vraiment avoir un point de vue holistique sur la question. Maintenant, peut-être qu'on pourrait vous présenter plus tout ce qui est retour sur cette semaine. Je vais vous présenter les retours, mais d'abord, j'aimerais vous présenter un peu déjà les outils qui existent. Je pense que c'est intéressant qu'on vous en parle parce que globalement, en fait, quand on veut utiliser une IA, on veut l'utiliser pour générer du texte, générer des images, générer un plan ou générer un diaporama. Et ça peut être, c'est très intéressant et c'est un gain de temps fou. Et personnellement, au début de la semaine, j'étais non, je vais même dire, je suis la plus sceptique de ce groupe et je suis une utilisatrice vraiment je fais une utilisation vraiment négative de l'IA. Je l'ai utilisé une fois avec ChatGPT histoire de voir ce que ça donnait par curiosité. Mais en fait, on se rend compte qu'on l'utilise tout le temps, notamment avec les outils de traduction, donc DeepL par exemple. C'en est un parmi tant d'autres parce qu'en fait, on en a plein autour de nous, mais en fait, on ne se rend pas forcément compte. Et il y a beaucoup de ce côté très mystérieux, très fantastique et à la fois très terrifiant de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, c'est un nom qui est vraiment digne d'un film de science-fiction. Donc forcément, si le futur, c'est la fin du monde, alors qu'en fait, c'est juste un outil qui permet de générer du texte en sortant le mot le plus probable statistiquement qui suit. Donc en fait, il n'y a rien d'intelligent, c'est simplement des statistiques. En fait, c'est tout moins sexy dit comme ça. Et donc,
Oui, déjà, on a aussi exploré plusieurs types d'intelligence artificielle générative, parce qu'on pense tout de suite à la génération de texte, du coup, avec ChatGPT, mais il ne faut pas oublier, du coup, la génération d'images, dont on avait donné un bon exemple. Aussi, les aides à la recherche documentaire. Il y a beaucoup d'outils qui se développent maintenant enfin, qui sont orientés pour les chercheurs, pour tout ce qui est recherche d'articles, compréhension d'articles, explication automatique d'équations. Il y a aussi tous les aspects génération de code qu'on trouve un peu qu'on peut retrouver dans ChatGPT qui pose aussi beaucoup de questions. Et je pense que c'est ce qui fait le développement. Merci beaucoup. Donc, je pense que comme mes collègues ont pu le dire, l'IA, c'est génial. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même quelques problèmes. Mais en fait, c'est des problèmes qui reflètent notre société. Donc, on peut parler de perroquet stochastique même sur l'IA. C'est juste quelque chose qui amplifie nos propres biais. Et donc, on a vu qu'on en a plein, en fait, des biais sexistes sur la traduction. Par exemple, on va dire une secrétaire qui va apporter le café au directeur, mais parce que c'est des biais qui sont présents dans cette base d'entraînement. Donc c'est important en fait de garder en tête tous nos biais et d'essayer lors de la génération de, de, de garder un esprit critique en fait sur ce que nous produit l'IA. C'est un outil et il faut garder ça en tête. C'est pas une intelligence qui va nous retirer nos emplois, qui va tout détruire ce monde, mais c'est un outil qu'il faut savoir utiliser comme tout outil. Mal utilisé peut amener des problèmes. On peut parler de fake news, on peut amplifier les fake news, et on peut aussi amener des beaux progrès sur la recherche scientifique. Et ce qu'on a essayé d'amener avec le livrable, essayer de vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire, quels peuvent être les problèmes et comment on peut les résoudre. Donc, j'espère que ça pourra servir à toutes et tous. Peut-être, je ne sais pas si on va conclure là-dessus, mais euh, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est, enfin, maintenant, je peux le dire, après avoir passé la semaine avec des professionnels et avec des connaisseurs du milieu et utilisateurs, c'est un outil qui est vraiment très intéressant et je pense qu'il va être, c'est pas que je pense, c'est qu'il va être voué à s'améliorer en fait tout simplement comme tous les outils et toutes les inventions qu'on a eues depuis l'apparition de l'être humain sur Terre, quoi. Et en fin de compte, je pense que c'est important que chacun on apprenne à l'utiliser correctement, la création de ce guide des bonnes pratiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que du coup, ça permet de poser des bonnes questions pour avoir des réponses qui sont cohérentes et qui sont exploitables tout simplement et pas simplement vagues et très vastes. Et ça permet également de. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un assistant, c'est le mot qu'on a décidé de m'accorder pour ce mot-là. C'est un assistant et en fait, il ne remplace jamais parce qu'on a toujours le contrôle sur ce que nous, on veut faire derrière, dans le sens où chaque texte qui peut être généré peut être corrigé derrière. Et en fait, c'est nous qui donnons l'information de génération à l'intelligence artificielle. Et en fait, elle-même, elle ne produit pas. Elle se contente de faire des statistiques et de récupérer des mots et des informations à droite à gauche. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Alors après, je ne sais pas si, en fait, c'est un peu en plus, mais si dans les formations plus tard, il va y avoir, on va être amené à avoir plus d'informations à ce sujet et peut-être des cours d'explication, d'utilisation, comme on a des cours d'informatique. Mais après, il ne faut pas oublier que l'IA, elle ne remplace pas non plus, par exemple, des sorties terrain, ce genre de choses. Et qu'en fait, il faut être capable de faire la part des choses entre l'innovation qui est exceptionnelle et la pratique globale en général des choses. Ouais. Super, bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup pour ce retour. Vous êtes étudiant en master, vous êtes soumis à évaluation assez régulièrement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter justement de cette IAV pour vos examens, pour vos projets en groupe et comment vous envisagez les choses pour à la fois, enfin, on a besoin d'évaluer les connaissances ou vos compétences plutôt, mais comment ça va intervenir dans vos évaluations? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter ou est-ce que là, vous avez une position que vous pourriez nous expliquer, nous exposer?
Là, le risque, c'est si on fait rien, en quelque sorte, qu'on reste un peu fermer les yeux sur là-dessus. On va finir avec les IA qui corrigent les IA. Enfin, donc, en fait, ce serait mieux de comment dire, sensibiliser et former les jeunes à ça et leur dire que, en effet, l'IA ne remplace pas leur apprentissage à l'école. Euh, c'est plus intéressant s'ils vont feuilleter un bouquin qu'à chaque fois demander à l'IA pour leur propre apprentissage. Donc après, pour leur travail plus tard. Et donc, faut pas faire ça de vue, mais si on sensibilise pas à ça, on va se voiler la face un petit peu. Et donc, cette semaine qu'on a fait, franchement, c'est super intéressant et même en dehors du cadre du film, j'aurais même bien aimé la faire aussi parce que ça permet, comme ils ont dit, de démystifier et comment dire, de pas se dévaloriser aussi face à ça et de pas dire que l'IA est supérieure à nous ou autre, et ouais, pas sous-estimer. Ouais. Mais est-ce que vous recommanderiez des examens sans IA générative et des devoirs sur table, enfin, à l'université au lycée et avant, on se pose ces questions-là d'avoir à évaluer les étudiants et les élèves sans avoir recours à ces pierres pour le moment. C'est un vaste débat, hein, mais Déjà, ce qu'on a vu, c'est que les IA génératives, elles n'ont pas seulement des biais aussi, elles ont une tendance à l'hallucination. Ce qui fait que si on n'a pas derrière la compétence de contrôle, derrière ce qu'on a écrit, on est quasiment sûr de faire soit des contresens, soit des approximations, les IA aussi vont rester souvent très très vagues sur la façon dont elles décodent les choses. Encore une fois, parce qu'on est sur des méthodes statistiques, hein, donc on ne cherche pas, enfin, on n'arrive pas à avoir quelque chose finalement qui est souvent très très pertinent pour faire quelque chose d'un peu pointu. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, pour faire quelque chose qui était un exposé rapide, une présentation rapide, et faire quelque chose qui est de l'ordre de la vulgarisation, il peut y avoir un intérêt sur les IA génératives. Il peut y avoir aussi un intérêt sur la manière de changer un point de vue sur une question. Maintenant, pour nos formations à nous, enfin, les formations qui étaient concernées, enfin, qui étaient intéressées dans le film, je pense qu'on est plutôt serein sur le fait que on remplacera pas des compétences qui sont vraiment importantes. Dans le sens où un article qui sera bien écrit à la main sera toujours supérieur à un article qui sera bien écrit à l'IA générative. J'aurais un autre élément de réponse. Il venait notre premier intervenant qui parlait en fait du calcul mental. Et aujourd'hui, on est bien plus mauvais que nos anciens en calcul mental, mais c'est parce qu'en fait, il y a d'autres outils qui le font et on sait faire d'autres choses mieux. Donc, d'un autre côté, on est formé pour produire quelque chose, donc ici pour produire la recherche. Donc, dans ce but-là, euh, si, euh, si une calculatrice fait mieux le calcul mental qu'un humain, est-ce que c'est la peine d'avoir des brutes en calcul mental? Voilà. Est-ce que vous avez testé sur des sujets que vous connaissez, que vous maîtrisez, et faire une étude comparative, par exemple, entre différents outils sur des choses que vous maîtrisez bien, et est-ce que vous avez vu si c'était fiable ou pas? Sur un des exercices, les tennis, vous avez donné l'un des exercices qu'on a fait, on s'était inspiré, et c'était pour la rédaction d'un article scientifique, et on s'était inspiré d'un des rapports de thèse pour voir ce que l'IA pouvait proposer en termes de rédaction d'un article scientifique basé sur mon rapport de thèse, donc en prenant une question très précise de mon sujet. Et en fait, il y a tendance à reformuler. L'IA reformule très bien, reformulait très bien en reprenant mes mots. Mais en fait, elle prenait des mots, elle associait des mots entre eux qui n'avaient jamais été associés dans les rapports de thèse. Parce que du coup, en fait, c'est avec ChatGPT 4, c'est possible d'ajouter des PDF directement et de se demander, voilà, ouais, c'est payant, donc faire voir. Mais du coup, on peut lui demander de régénérer quelque chose. Et en fait, elle est pas, l'IA est pas capable enfin, elle prend des mots en fait qui n'ont rien à voir entre eux, elle les associe et en fait ça détourne complètement le sens de la phrase initiale. Et donc après c'est pour ça que c'est important de garder le contrôle et de pas simplement l'accepter comme ça et de lire derrière, d'apporter des corrections si besoin.
sur ChatGPT 4, il y a aussi des solutions open source qui existent sur GameFace, par exemple, qui permettent de faire une chose moins bien, mais quand même. Et les IA, en général, elles sont ultra générales. Et si un expert arrive, elles vont pas être bonnes, mais en leur donnant des bonnes ressources, ça peut être meilleur. Ensuite, bah, comme tu disais, il faut quand même garder le contrôle sur ce qu'elle raconte. Aujourd'hui, elle ne remplace pas un expert dans un domaine. Surtout pas dans des domaines aussi pointus en sciences, quoi. Enfin, les mots techniques, elle les connaît. Enfin, on dirait qu'elle ne les comprend pas, qu'elle ne les connaît pas, et que du coup, elle ne les utilise pas par ce manque de connaissances. C'est meilleur en anglais, ouais. Mais ça, c'est dû à la base de données, j'imagine, sur laquelle tu fonctionnes. En fait, bravo. Et en fait, quand je pense à l'intelligence artificielle, j'ai toujours l'impression que c'est nouveau. Et puis en fait, c'est très ancien, ça date de 1956. Et je crois que c'est John McCarthy. Et là, ça démarre à grande vitesse. Et ça va un peu n'importe comment. C'est un peu inquiétant. Enfin bon, je sais pas si vous avez vu, il y avait des situations de vidéos publiques. Oui, en fait, pendant longtemps, il y a eu un peu une période morte pour l'IA. Après ces deux temps-là, où en fait, ce qui manquait, c'était vraiment les capacités à travailler sur des bases de données larges et les capacités à avoir des bonnes puissances de calcul. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de techniques qui permettent de créer des jeux de données très très larges et une puissance de calcul qui continue d'augmenter, alors pas comme la loi de Moore, mais presque, et qui permet le développement de ces outils-là. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se demander quel va être le futur de l'intelligence artificielle avec ses capacités de calcul, ses capacités de mémorisation et le flux toujours plus important de données qu'on a quasiment à leur disposition. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce qui va suivre est la restitution du PIM Ops 3D, donc un PIM un peu technique. L'objectif ici était la rédaction d'un protocole pour passer d'une pratique high-tech, qu'est la photogrammétrie, à une pratique low-tech. Alors, qu'est-ce que la photogrammétrie? On y reviendra plus en détail un petit peu plus tard. Mais globalement, le principe ici, c'est de pouvoir continuer en sciences participatives pour que des profanes puissent utiliser ce protocole et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une formation particulière pour l'utiliser. Le principe de la photogrammétrie est de faire une reconstitution 3D d'un objet avec des photos. Et donc, une bonne manière de vous présenter ce que nous avons fait est à l'aide d'un support visuel. Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de réaliser un rendu au PIM Ops 3D. L'objectif de ce PIM est de réaliser un protocole robuste de la photogrammétrie. Ici, nous utiliserons une perche low-tech. En prenant différents clichés d'un même objet, réaliser une construction 3D par algorithmie. Lors de ce PIM, nous verrons différents cas de figure. Une reconstruction d'une surface horizontale avec un suivi de la biologie des moules bleus au petit minou. Une reconstruction d'une surface verticale avec du géomorphisme de la falaise des Blancs-Sablons. Au cours de ce PIM, nous aurons l'opportunité de réaliser de la photogrammétrie dans le cadre de l'archéologie, avec notamment un menhir présent dans la région bretonne. Pour réaliser ce suivi photogrammétrique, nous utiliserons 7 perches télescopiques. Celle-ci nous permet d'avoir un point de vue haut. Y est associée une GoPro avec un angle large qui nous permet, par cliché, d'obtenir de nombreuses informations. Un capteur GPS est associé afin d'obtenir la position de chaque cliché. La position GPS est améliorée avec un boîtier RTK qui nous permet de passer d'une précision métrique à une précision centimétrique pour chaque cliché. Cela sera important pour la reconstruction algorithmique. En plus, un logiciel SW Maps est utilisé sur téléphone et nous permet de tout contrôler à distance. Edouard, bonjour. Explique-nous l'intitulé de ces PIM. Là, on est sur OBS 3D. C'est chouette. Et donc, on retrouve Lénaïs qui va vous présenter notre installation pour notre protocole test. Et donc, comme vous voyez, on a toute l'installation ici. Donc, avec différents plots aux deux extrémités pour représenter les premières trajectoires qu'on va tester.
Ensuite, on va tester une deuxième trajectoire avec des transepts qui sont représentés par les petites assiettes rouges que vous voyez là. Et ensuite, pour vérifier que notre protocole marche bien et qu'on repère bien des objets, on a placé différentes cibles, les objets sur le terrain, pour voir si on va réussir à les repérer durant la manip. Donc par exemple, on a cette caisse avec sa cible, ou d'autres cibles qui sont présentées. On a des cibles de différentes tailles pour voir lesquelles sont les plus efficaces, chacune agissant comme un QR code et représentant un chiffre pour qu'on puisse les repérer par la suite. Merci. Sylvestre va vous expliquer quel type de trajectoire on va appliquer pour se lever. Alors cette fois-ci, la surface qui nous intéresse n'est plus horizontale mais bel et bien verticale. Et pour fixer les différents degrés de liberté laissés au GPS, et donc pour ne pas avoir un potentiel roulis, il est nécessaire de se déplacer en dents de scie. C'est tout. Action. When I met you, I was so in love. I didn't think that I could be stronger. Oh, petit ressenti. Il fait froid. Thought they'd go back to how they were. Should have been on sooner. More things got Visible à 30 km. 12 mètres. Sous son pied, un trésor. En fait, il y a une petite anecdote qui dit que si on se frotte à ce menhir en tenue d'Adam, eh ben on est plus fertile. Merci pour cette Fertile. magnifique information, Gwen. Il fait un peu froid, mais ça va. Aujourd'hui, on est au Petit Minou pour évaluer la biodiversité des moules sur les rochers. you made us change. Du coup, là, on se retrouve sur le site 2. On va faire un second lever pour avoir une vue plus large de la moulière. Ça va être une super expérience. I love you. You couldn't take your mind. I love you. Oh, you were not for that girl that you thought you could be. Now I can't believe this is happening to me. Oh, just been closer, but not pushing me away. Baby, I won't love you baby, if you continue to make us change. Salut, moi c'est Elio, je viens de la formation Master Ingénierie Marine à l'UBS de Lorient. Au début j'y connaissais pas grand chose, puis fin de semaine je repars plein de connaissances, donc un PIM super cool et voilà. Salut, toutes les deux on est à l'UEM, donc moi c'est Mariem, je suis en école d'ingénieur et je fais en même temps un double master en biotechnologie marine. Et moi c'est Cyrine, je suis en M2 de géosciences. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce PIB? J'ai trouvé super intéressant et vraiment super. Moi ça a été une découverte pour moi et c'était super intéressant aussi. Salut, moi c'est Lénaïs. Moi c'est Sylvestre. Et on est à l'ENSTA Bretagne en formation hydrographie et océanographie. Et comment vous avez trouvé ce PIM du coup? C'était génial, les encadrants sont top. Ça s'inscrit dans notre formation. Wow. Bonjour, moi c'est Colline, je viens de l'UBS de Lorient, je fais un master en biotechnologie et voilà, ce PIM a été une grande découverte, j'ai appris plein de choses et je repars avec de très bons souvenirs.
Moi, c'est Edouard. Et moi, c'est Rose. Et on est ensemble à l'UBS de Vannes en ingénierie côtier. Et c'est quoi votre ressenti par rapport à ce PIM alors? C'était comme ça. Coucou, moi, c'est Bleuel. Coucou, moi c'est Steven. Et on est en master EGL. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce PIM? On a appris plein de choses et en plus on pense que ça pourra nous servir dans le futur, donc c'est trop cool. Carrément, c'était super enrichissant avec une équipe encadrante au top. Comme ça. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Moi c'est Marion. On est ingénieur au pôle image et instrumentation. Et on est au co-encadrant du PIM OBS 3D. Et du coup, c'est quoi votre ressenti par rapport à ce PIM? C'était très sympa et on vous remercie tous pour votre implication. Merci à vous. The clock keeps ticking on, your memory starts to fade, but then I hear your song. C'était la petite vidéo. On remercie Steven quand même parce que c'est lui qui a monté toute la vidéo. Donc un peu d'applaudissements pour Steven, s'il vous plaît. Outre la vidéo, on a fait aussi un protocole qui va servir à, on espère, à beaucoup de personnes, que ça soit dans le domaine de la recherche, mais aussi dans des mairies. Donc, c'est très valorisant. Ensuite de ça, on a appris plein de choses pendant ce film. Et ce qui a été cool, c'est qu'on a pu mener le protocole de A à Z. Donc, il y avait d'abord une phase de réflexion, une phase ensuite d'acquisition, ensuite traitement des données et aussi avoir un esprit critique sur tout ce qu'on a recueilli comme données. Et en plus de ça, on a eu une grosse cohésion d'équipe. Et ça, je pense que c'est le terrain qui nous a apporté cette grosse cohésion d'équipe. Et on tenait quand même à remercier Emmanuel et Marion qui nous ont accompagnés quand même dans ce film. Et merci à eux pour leur patience et pour leur très grande pédagogie. Et Peggy aussi, pardon. Je ne sais pas si elle est dans la salle, si elle a pu venir. Ah voilà, merci à toi pour la petite présentation que tu nous as fait au début. Et merci aux personnes qui sont venues, aux chercheurs qui sont venus nous présenter comment ils utilisaient la photogrammétrie dans leur travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un petit peu de temps. Et certains des une question. Voilà, vous avez été très clair. On a compris qu'il faisait très froid cette semaine. Et du coup, en 2 mots, ça marche comment? Lénaïs, vas-y. Alors, en 2 mots, en fait, on va prendre des images de différents points de vue d'un objet, par exemple. Et comme nos yeux vont fusionner en fait les 2 images ensemble pour obtenir un rendu 3D. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Ça prend le principe de stéréo qu'utilisent nos yeux. Bonjour à tous et à toutes. Pour se présenter, nous sommes 14 étudiants issus de masters avec des spécificités différentes ou d'écoles d'ingénieurs. Et nous avons travaillé pendant 1 semaine, encadrés par Aurélie Pénaud, ici présente, normalement, et Catherine Adam, qui vient de l'ENSTA. Et donc, nous avons travaillé sur le film Trajectoire pendant 1 semaine, donc ayant pour objectif d'enquêter sur nos futurs métiers et de transformer nos formations. Donc voilà, le but étant de réfléchir sur l'adéquation entre nos programmes de formation actuels et la réalité métier qu'il y a derrière. Donc, nous avons fait différentes restitutions, une sous forme de fiches métiers de différents professionnels, une autre sous forme de livrable de toutes nos recommandations. Et puis ensuite, on a fait un temps d'échange ce matin avec des intervenants, par exemple des responsables de master ou des intervenants, par exemple, de Cap Avenir. Donc, pour décrire un peu plus l'organisation de la semaine, Max. Alors, du coup, pendant toute cette semaine, on a pu aller à la rencontre de différents professionnels évoluant dans le milieu marin. Donc, grâce à nos intervenants et à nos encadrants, on a pu leur envoyer des mails, etc. Et on a pu avoir leur ressenti, leur parcours, leur période de doute aussi. Et le plus important aussi, selon eux, c'est d'avoir un bon réseau et de s'encadrer des bonnes personnes pour travailler avec la vie. Alors, c'est compléter un petit peu ce que Maxime nous a dit. Alors, il y a eu plusieurs étapes dans cette semaine.
on a eu plusieurs interventions de personnes de milieux complètement différents et pas forcément cosmétiques, beaucoup de sociologie. On a vu comment mener une enquête, beaucoup comme la CNAS, pour interviewer des professionnels qui ont suivi des formations diverses, variées, avec des parcours continus ou pas. Et puis à l'issue de ça, on a construit un livret de recommandations à destination des responsables de master avec nos préconisations en tant qu'étudiants. Et du coup, Léna va vous expliquer un peu ce que ça contient en 4 pages. Du coup, ce livret, il va consister en plusieurs parties. En fait, on a énoncé toutes les recommandations qu'on avait à l'instant T sur les formations lesquelles on est tous dessus, qui font partie des matières SML, du physique, des biotechnologies, d'économie aussi. Et ça nous a permis d'énoncer des recommandations au sujet de la professionnalisation de nos formations, de toutes les compétences qui ont été revalorisées dans nos formations et aussi oui, et c'était aussi l'intégration d'une formation à la solution socio-écologique. Ce livret, il fait l'état des connaissances en fait qu'on avait de nos formations et on souligne surtout aussi le point de toutes les ressources qui existent et auxquelles on n'est pas formé ou qui ne sont pas encore accessibles ou trop peu relayées. Et c'est une des conclusions aussi des échanges avec tous les coordinateurs de formation avec qui on a pu échanger ce matin. C'est que les début de ressources ne sont pas forcément assez relayées. Et pour conclure, il y a Sarah qui pourra nous parler des conseils des étudiants et des étudiants. Et pour finir, on a mis au point une liste de conseils d'étudiants à étudiants à partir de tout ce qui est revenu au cours de cette semaine, que ce soit avec les intervenants et de discussions entre nous. On va parler par exemple de l'importance du réseau. Ça, c'est revenu vraiment souvent. Comment développer son réseau. En fait, on a essayé de mettre au point une liste qu'on aurait bien voulu avoir durant notre début du parcours universitaire de l'ingénieur. Et cette liste, on va essayer de vous la partager, tant pas là, parce que je ne sais pas, mais on va essayer de la finaliser, pourquoi pas en faire une vidéo. Un responsable de master nous a demandé d'en faire une vidéo, par exemple. On va parler également de l'importance des stages, notamment des stages volontaires. Avoir cette curiosité au-delà de la formation, ne pas exclusivement se reposer sur notre formation, mais avoir là, cette curiosité de tous les jours, se documenter, aller à la rencontre de personnes que l'on trouve intéressantes. Alors, on sait qu'il y a des gens qui sont timides, mais la timidité, ça existe. Et il y a des moyens pour la contrer. Par exemple, envoyer des mails. Voilà. Il y a plusieurs sortes de communication aujourd'hui. On a cette chance-là. On va aussi parler de ce qui va être là, la figure. Ouais. On a tous eu des moments de doute. Dans l'interview, on a tous eu des intervenants qui ont douté un moment dans leur parcours. Ah, là, c'est mieux, là. Il existe des solutions pour les étudiants, par exemple des années de césure. Les années de césure, c'est de plus en plus courant de nos jours, particulièrement en école d'ingénieur. On va essayer dans la liste, on a essayé de parler de quelle sorte d'année de césure on aimerait faire. Par exemple, des stages de longue durée. Ça peut être pouvoir capitaliser un peu, pourquoi pas réaliser le projet de ses rêves. Il y a plein de sortes qu'on est perdu. Parfois, il est nécessaire d'avoir un peu de recul sur notre situation pour aller de l'avant. Et en fait, ce qu'on aimerait vous dire aujourd'hui, c'est que avec tout ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Vraiment. Et il faut toujours savoir rebondir sur des situations. Et ce qui est important, c'est pas le départ, mais vraiment l'arrivée. Et il n'y a pas un profil type, mais une multitude de trajectoires riches et diversifiées. Moi, j'étais pas à la table ronde ce matin. Je suis un peu frustrée. Est-ce qu'elle était riche d'échanges avec les responsables pédagogiques? Est-ce que alors vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que vous en retiendrez juste 2 ce matin, parce que je connais tous les films,
enfin tout votre schéma, mais qu'est-ce que vous en retenez de ce matin, de votre table ronde, qui est le point final pour votre réflexion? Je vais commencer à parler. Moi, dans mon cas, bon, je parle pour moi, hein. Je me suis senti privilégié d'être de l'autre côté de ce mur, parce que nous, en tant qu'étudiants, on est d'un côté, on subit entre guillemets les formations comme on les aime, il y a de tout. Mais là, pour le coup, on était vraiment de l'autre côté du mur et on a vu les différentes problématiques que rencontrent les responsables de formation et voir qu'il y a des soucis qui reviennent souvent. Et cet aspect-là, et ben, on a vu vraiment des responsables qui voulaient vraiment avoir une volonté de changer les choses, mais par exemple des coupes budgétaires qui bloquent énormément, il y a beaucoup de problèmes. Bon, ça marche bien dans l'ensemble, mais voilà, on peut toujours améliorer. Et tout ça, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Je ne pensais pas que c'était forcément aussi complexe et aussi diversifié. Non, bah justement, là, j'ai trouvé que c'était super d'avoir des intervenants qui étaient très réceptifs. Donc, en fait, on a été vraiment sur un système d'échange, de voir ce qui était possible ou non. Et oui, en fait, c'était pas du tout des critiques qu'on faisait et c'était pas reçu comme tel. C'était vraiment juste, bah voilà, des idées qui pop-up et est-ce qu'on peut les mettre en place ou non. Et du coup, bah, c'était sympa d'avoir des gens très réceptifs et pas braqués contre l'idée, quoi.